une telle absence de réaction après l'annonce du résultat d'une présidentielle. Les autorités ici me disent que c'est parce que les membres du parti au pouvoir du CNDD-FDT préfèrent, je cite, les fêtes organisées que les fêtes spontanées et qu'il y aura des festivités dans quelques jours. Et puis évidemment, c'est aussi parce que la majorité de l'opposition boycottait ce scrutin et donc tout le monde ici était persuadé que Pierre Nkurunziza l'emporterait dès le premier tour assez facilement. Alors l'opposition, justement, parlons-en, elle avait annoncé avant les résultats qu'elle ne reconnaîtrait pas de toute façon les résultats de cette élection, qu'elle n'estimait ni libre ni transparente. Que peut-on attendre à présent de la part des dirigeants de l'opposition ? Alors ça dépend de quel leader. En fait, vous avez des leaders assez modérés comme Agathon Rwasa qui lui demande de nouvelles élections et un nouveau dialogue avec entre l'opposition et le gouvernement. Et puis vous avez des leaders de l'opposition, notamment en exil un peu plus radicaux, comme Alexis Sinwidje, qui eux menacent de reprendre les armes. Les analystes ici, ils disent que ces groupes armés rebelles, en fait, ils pourraient réussir un coup d'État ici seulement s'ils avaient l'appui d'une puissance étrangère. Et à ce sujet, on notera que cette semaine, le ministre burundais des Affaires étrangères a affirmé qu'il était inquiet au sujet des allégations selon lesquelles le Rwanda soutiendrait des groupes armés. On le voit ici ce soir, il y a une victoire très nette de Pierre Nkurunziza, mais c'est dans un scrutin très contesté tant par l'opposition que par la communauté internationale. Nicolas Germain, l'envoyé spécial de France 24 à Bujumbura. Merci beaucoup. 6 semaines de manifestations, une tentative de coup d'État, plus de 80 morts et plus de 160 000 réfugiés. C'est l'autre bilan de cette élection présidentielle qui a considérablement fragilisé le Burundi. Emmanuel Dupuis est avec nous. Vous êtes professeur de géopolitique, vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. La capitale était calme aujourd'hui, on l'a entendu. Est-ce que ça veut dire que les habitants de Bujumbura étaient résignés ? Je crois que les habitants de Bujumbura n'ont pas forcément participé au vote autant que ne le dit la communauté, la conférence nationale des élections, la commission nationale électorale, puisqu'on évoque la participation de 73% déjà. 73% au niveau national, mais aux alentours de 25%, un peu moins de 25%, je crois, en dehors de dans Bujumbura. La capitale. On sait par exemple que traditionnellement, le scrutin est plus serré pour le président Nkurunziza dans Bujumbura. Il se trouve que là, il est arrivé en tête. Il a d'ailleurs remporté 16 provinces sur les 18 que compte le pays. Je crois qu'effectivement, comme l'a dit votre reporter, on a une élection en trompe-l'œil où il y a à la fois une non-crédibilité interne et une volonté d'emblée de la communauté internationale de dire que ce scrutin, en amont, n'était pas crédible. Les Américains, par exemple, par le biais d'un communiqué du State Department, 2 jours avant le vote du 21, ont dit que les conditions électorales n'étaient pas réunies, et ils ont dit ce soir que l'élection n'était pas crédible et qu'ils envisageaient une nouvelle série de mesures qui pourraient aller jusqu'à l'interdiction de voyager pour un certain nombre de personnalités proches du président. On va reparler justement de la communauté internationale. Son rôle pourrait être important. On vous interrogera là-dessus dans un instant. Mais d'abord, l'élection a provoqué une grave crise politique dans le pays depuis fin avril. Ça fait 3 mois. Mais finalement, la contestation a faibli. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à un retour à la normale au Burundi après la victoire de Pierre Nkurunziza ? De nouveau, une vision trompe-l'œil. Premièrement, ce que l'on voit du processus électoral est largement induit par la réouverture des médias officiels ou la non-fermeture des médias officiels, nonobstant le putsch de mai dernier et tentative de putsch et la fermeture qui a été levée partiellement il y a quelques jours des chaînes d'opposition. Donc peut-être que l'on ne voit pas tout ce qui se passe, et du reste, vous l'avez très bien dit, on a une vision assez claire de ce qui se passe à Bujumbura, un petit peu moins en dehors de la capitale, qui regroupe d'ailleurs 80% de la population. Il faut le rappeler, c'est important par rapport au scrutin et par rapport aux résultats que vous évoquiez. Écoutons le conseiller du président Willy Nyamitwe qui explique que le plus dur finalement pour le pays est passé. Le plus dur est passé. Le plus dur c'était quand des gens barricadaient les routes. Le plus dur c'était le coup de force manqué. Le plus dur c'était l'attaque armée à Kayanza, Chibitoke. Nous pensons que ces fauteurs de troubles ont épuisé leurs cartouches. Le plus dur, il est passé. Maintenant, on va bâtir le pays.
Alors, vous parliez de la communauté internationale. Justement, on revient rapidement sur le rôle des partenaires les plus importants du Burundi. L'Union européenne qui a déjà gelé un certain nombre qui a déjà gelé son partenariat, qui envisage à présent des sanctions. Washington également. Est-ce que c'est un vrai levier d'action de la communauté internationale sur Bujumbura? Il est particulièrement important quand on sait que le Burundi fait partie des 10 pays les moins avancés de la planète et qu'il a besoin impérativement de la coopération, non seulement de l'Union européenne, mais également de l'Union africaine et de ses principaux partenaires, que sont la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse. Or, c'est précisément ces pays qui, d'emblée, ont dit qu'ils ne soutiendraient pas le processus. Il y a un autre élément qui est important, c'est le voisinage. On l'a évoqué par rapport au soutien que pourrait apporter un certain nombre de pays voisins à la rébellion, notamment celle qui s'est révélée au lendemain du putsch raté du général Lyon-Barré. Et ça, je crois que c'est particulièrement important quand on sait que sur les 167 000 réfugiés qui ont quitté le pays, beaucoup sont au Rwanda, beaucoup sont en RDC, avec un agenda électoral important, puisqu'il y aura des élections en Tanzanie en octobre de cette année, des élections en RDC en octobre de l'année prochaine, et des élections au Rwanda en 2017. Donc, il y a sans doute une sorte de retour à la normale, mais qui est un retour à la normale, entre guillemets, voulu ou projetant d'autres scrutins électoraux que les différents pays du voisinage ne veulent pas aussi voir devenir ou empirer comme ça a pu être le cas lors de ce scrutin. Il va falloir regarder de près, effectivement, les impacts que ça pourrait avoir à moyen terme sur les pays de la région. Merci beaucoup, Emmanuel Dupuis, de nous avoir rejoints dans le Journal de l'Afrique. Je rappelle qu'on peut retrouver votre intervention sur Internet. Merci à vous. Une capitale verrouillée, certaines artères de Nairobi étaient pratiquement vides ce vendredi dans l'attente de Barack Obama qui se rend au Kenya pour la première fois depuis son élection. Le président américain devrait surtout parler économie et sécurité, mais sur place, les racines kenyanes du président, dont le père est enterré dans le pays, sont souvent mises en avant. Mélanie Goubi, vous êtes à Nairobi pour France 24. Vous avez pu mesurer l'attachement des Kenyans à Barack Obama qui ne se dément pas 7 ans après son élection. Oui, effectivement, on aura usé et abusé du hashtag Obamamania cette semaine sur les réseaux. Les Kenyans attendaient avec impatience la visite de celui qu'ils considèrent comme le fils du pays. Barack Obama, avec qui se devient très fort dans le pays d'origine de son père lors des 3 visites au cours de 30 dernières années, dont une en 2006. Obama était alors fraîchement élu sénateur. Il avait déjà été accueilli comme une véritable rockstar à l'époque. Aujourd'hui, c'est en tant que président de la première puissance mondiale qui revient et l'émotion est évidemment à son comble. La sécurité sera au cœur des discussions. Barack Obama et son homologue évoqueront notamment la lutte contre les islamistes Shebab. Oui, donc Obama abordera les questions de sécurité lors de sa rencontre avec le président Uhuru Kenyatta demain soir. Le Kenya est sur le front de la lutte contre le terrorisme avec les Shebab en Somalie, en contribuant des troupes à la mission de maintien de la paix de la MISOM. Mais le pays a payé très cher son engagement, notamment avec l'attaque de Garissa au mois d'avril. Des 160 personnes avaient été tuées. Et donc ces questions sont évidemment clés lors de la discussion demain entre Obama et Kenyatta. Mélanie Goubi en direct de Nairobi, merci beaucoup. On vous retrouvera bien sûr tout au long de cette visite de Barack Obama au Kenya sur France 24. Direction à présent le Nord Mali, reportage à Kidal avec les casques bleus, une mission d'équilibriste pour la force onusienne qui doit composer avec de nombreux groupes armés, une population toujours méfiante et la menace permanente d'attaques djihadistes. Vous voyez ce reportage de François Riouet. Vous voyez ça, c'est son t-shirt. Le casque bleu a été soufflé par l'explosion. Son uniforme et les débris du véhicule suicide témoignent de la violence de l'attaque djihadiste. Ayant reçu beaucoup de tirs, le kamikaze a monté le merlon. Il est venu coincer cet arbre-là et se faire exploser. Pour sa première visite à Kidal, le nouveau chef d'état-major de la MINUSMA réalise l'ampleur du défi sécuritaire sur place. Un camp décrété sous menace permanente, aucune sortie en ville sans protection blindée et un contact parfois difficile avec la population. L'aéroport a été abandonné parce qu'il y a une manifestation populaire et puis nous ne sommes pas habilités à tirer sur la population. Après plusieurs heures de retenue, nous sommes obligés de céder. Mais maintenant, la population comprend l'intérêt de l'aéroport dans leur ville. 3 ans après le début du conflit, la ville manque de tout. Les centres de santé et les écoles restent fermés.
Les combattants de la coordination des mouvements de l'Azawad restent seuls maîtres en ville. L'accord de paix signé le 20 juin avec le gouvernement prévoit entre autres leur désarmement. Ces mouvements veulent la sécurité de leur population, nous voulons la sécurité des populations. Voilà. Ça c'est déjà à mon avis la chose principale. Après c'est des questions politiques sur lesquelles moi je n'ai pas un mot à dire, mais j'espère que maintenant comme ces partis ont signé les accords de paix, et bien que finalement on arrivera à les mettre en œuvre et la force des Nations Unies elle est là pour faire appliquer les accords de paix. D'abord alliée au mouvement djihadiste, la coordination des mouvements de l'Azawad assure désormais combattre Al-Qaïda et ses groupes affiliés dans le nord du Mali. L'insécurité qui règne à Kidal est due au terrorisme. Et le terrorisme existe dans le monde entier. Parmi les solutions, il faut un processus de sécurité efficace. Il faut trouver des solutions politiques et travailler avec les vrais acteurs, qui sont les populations du Nord. Après les échecs passés, tous misent cette fois sur le soutien de la communauté internationale pour réussir la paix et reconstruire Kidal. Et un peu de glamour dans ce journal de l'Afrique avec la 3e édition de la Kinshasa Fashion Week. Elle s'ouvre ce soir dans la capitale congolaise. 3 jours de défilé, plongé dans l'industrie de la mode quinoise avec notre correspondant Thomas Nicolon. Moins de 48 heures avant le défilé, la styliste Lindy Malingumu peaufine les derniers détails. Elle attend la Kinshasa Fashion Week de pied ferme. Ça nous fait remonter, ça donne l'esprit aux stylistes, l'esprit de créativité, l'esprit de l'innovation. Avec ses 14 années de métier, Lydie a su fidéliser une clientèle qui raffole de ses créations. Elle s'inspire des tenues de mariage traditionnelles, mais se permet d'ajouter son propre style. Moi, j'essaie de moderniser un peu à l'européen. J'essaie de mélanger la dentelle, la mousseline, la soie sauvage. Et je rajoute un peu des strass pour que ça soit un peu de glamour. Lors de la Kinshasa Fashion Week, Lydie partagera l'affiche avec de nombreux créateurs, parmi eux Sami Okaso, qui veut profiter de cet événement pour donner une image positive de son pays. Il faut que le monde découvre qu'au Congo, il y a des bons couturiers. Vous avez vu l'équipement que nous avons. Il est le même qu'un couturier utilise en Europe. Donc au Congo, il n'y a pas que de la politique, dirais-je. Il y a aussi des gens qui travaillent pour que le pays aille de l'avant. Sami est l'un des couturiers les plus reconnus de RDC. C'est notamment lui qui crée les tenues de gala pour les officiers supérieurs. Il s'inspire ensuite de ses vêtements formels pour habiller ses mannequins. Sa collection sera présentée le samedi 25 juillet à la Kinshasa Fashion Week, dans une ville où la mode est en pleine ébullition. Voilà, et c'est avec ce reportage qu'on referme ce journal de l'Afrique. On se retrouve dans 1 heure pour une nouvelle édition. Ashreen Verdian dans un instant sur France 24. Événement. Pour ce reportage diffusé sur France 24, Caterina Vitozzi a été primée aux One World Media Awards. Le Libéria a été le pays le plus sévèrement touché par l'épidémie d'Ebola. Elle y a rencontré des familles de victimes et ceux qui ont essayé au quotidien d'endiguer la propagation du virus. Retrouvez son reportage primé aux One World Media Awards sur france24.com.